Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Alors, le fil des pages, c'est la boutique que nous allons fréquenter pour les fêtes, car nous allons offrir des livres. De beaux livres, tout à fait, de très très belles histoires, et notamment une autour de Asta. C'est un roman qui est paru à la rentrée littéraire par Jon Kalman Stefánsson, qui est un auteur islandais, qui nous emmène on part en Islande et on fait la rencontre de personnages qui sont à la recherche perpétuelle du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce qui fait les petites choses de la vie qui donnent à la fois du relief dans ces contrées australes et c'est un homme qui se rappelle justement sa fille, toute sa vie. C'est pas écrit de manière linéaire parce que le propos c'est de dire que la vie c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des allers-retours, des rencontres qui ramènent à des histoires passées ou des histoires à venir. On se plonge dans ce roman, on se laisse complètement prendre dedans. Moi j'appelle ça des livres couettes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est embarqué, on n'a pas envie d'en sortir, c'est moelleux, c'est cotonneux. Voilà. C'est un voyage. C'est un voyage, exactement. C'est un voyage. Un voyage immobile. Oui, mais qui nous fait résonance avec ce qu'on peut éprouver. Voilà, et qui nous rend un peu heureux. Qui nous dépayse et qui nous rend heureux en ces temps un peu de morosité. Merci beaucoup Caroline. Alors bonne fête de fin d'année. Merci Isabelle, vous aussi, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était hier ou presque. Le 16 décembre 1773 a lieu la Tea Party de Boston, en guise de protestation contre une décision arbitraire du gouvernement de Londres. Le colonel Samuel Adams et quelques amis déguisés en indiens montent sur un vaisseau à l'ancre et jettent sa cargaison de thé à l'eau. Le roi George III réagit en promulguant 5 lois qui sanctionnent la colonie et ferment le port de Boston en attendant le remboursement de la cargaison de thé par les habitants. Face à cette décision arbitraire de Londres, toutes les colonies d'Amérique font cause commune avec le Massachusetts. Sur une invitation de l'Assemblée du Massachusetts, 56 délégués de 9 des 13 colonies anglaises d'Amérique se réunissent en congrès à New York le 14 octobre 1774 et rédigent un cahier des doléances, rejeté bien évidemment par le roi anglais George III, qui déclare les colonies en état de rébellion. Ce sera le début de la guerre d'indépendance américaine. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Ludwig van Beethoven, né le 16 décembre 1770. C'est un compositeur allemand, considéré comme le dernier grand représentant du classicisme viennois après Gluck, Haydn ou Mozart. Beethoven a préparé l'évolution vers le romantisme en musique et influencé la musique occidentale. Nous connaissons ses célèbres symphonies au nombre de 9, mais il a composé bon nombre de concertos, musique pour piano, sonates pour violon, piano ou violoncelle. Au dernier mouvement de la 9e symphonie, Beethoven ajoute un chœur et un quatuor vocal qui chante l'hymne à la joie, qui deviendra l'hymne européen. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à l'actrice Catherine Jacob qui fête ses 62 ans.
Elle reçoit son premier César pour son rôle dans le film La vie est un long fleuve tranquille de Étienne Châtillez. Non Standard Édition. On vous en a déjà parlé. On vous a déjà dit qu'elles étaient installées au Havre. On vous a déjà dit combien leurs livres étaient beaux. Eh bien, elles viennent d'en sortir plusieurs, tout aussi beaux, tout aussi travaillés. Un gros livre de dessin, un dessin par page, sans texte. Et puis, des livres sur Le Corbusier. Pour un, d'articles sur cet architecte. Pour l'autre, dont je voudrais parler, quelque chose de beaucoup plus inclassable, mais superbe. Il s'agit de Rococo, ou Drôle d'oiseau, divertissement, de François Chalin, ex-producteur d'une émission d'architecture à France Culture. C'est un livre à la couverture blanche, mais avec un léger relief. À l'intérieur, c'est un ouvrage à l'ancienne, avec des pages de texte non coupées. Mais quand on les coupe, on trouve des dessins, les dessins d'oiseaux noirs et blancs, de François Chalin. Comme d'habitude dans leurs ouvrages, un travail sur la typographie, sur le papier. François Chalin est venu le présenter à la Galerne le 23 novembre et a donné des clés sur sa manière de travailler, sans plan. Et on dirait que c'était comme un jardinier plus qu'un architecte. Il donne aussi des idées de son point de départ. Une accusation de plagiat qu'il a très mal vécue sur un autre ouvrage qu'il avait écrit à propos de Le Corbusier. Il nous parle du fond. Ce livre n'a aucun sujet, mais il en a plein. C'est une macération d'idées sur Le Corbusier, mais aussi sur le monde contemporain, les réseaux sociaux, Twitter entre autres. Et il nous parle de la forme. Pourquoi ces oiseaux ? Pourquoi plus ou moins dissimulés ? Parce qu'il ne voulait pas vraiment d'un livre illustré, parce que les oiseaux, comme dans la fable, le jet paré des plumes du paon, permettent de parler des hommes et de leurs défauts. Voilà maintenant un petit exemple de l'écriture de François Chalin. Il y a quelques années, un célèbre architecte et urbaniste, un de ceux qui avaient été invités à réfléchir au destin du Grand Paris, avait plagié un article de la revue Criticat. Il en reproduisait 7000 signes, c'est-à-dire 2 pages d'une postface qui, au total, en comptait 5 et demi. J'avais téléphoné au coupable. Il m'était apparu effondré. L'auteur, m'avait-il dit, est une très bonne amie que j'ai connue sur les bancs de l'école des hautes études il y a 20 ans et que j'aime beaucoup. J'ai fait une grosse bêtise que je reconnais parfaitement dans un moment où j'étais ultra speedé. C'est le syndrome de l'homme pressé. Je devais rendre vite cette postface, que j'ai d'ailleurs fini de nuit et envoyée à 6h du matin. J'ai tout mélangé, mes notes et ce que j'écrivais. C'est totalement involontaire, inconscient et navrant. Cette affaire était symptomatique. Nous croulons sous l'information, dans les livres, les journaux, dans ce que nous trouvons sur Internet et jusque sur nos téléphones mobiles. Parallèlement, nous sommes stressés, en effet, nerveux, sollicités, toujours en retard, à U et à dia. Lorsque Charles Garnier, de l'Opéra, écrivait un article, on imagine qu'il s'asseyait à son grand bureau d'acajou après avoir congédié la bonne, sortait plume et encrier, buvard et une main de son meilleur papier. Et qu'ayant protégé sa chemise de manches de lustrine, il y consacrait quelques heures. Si un architecte contemporain écrit un article, il le fait en écoutant les Moody Blues, avec le téléphone qui ne cesse de sonner, et les messages, les emails, que Gilles Debure appelait joliment les émaux, qui tombent en pluie sur son ordinateur, condition épuisante de l'homme moderne. Les architectes s'entrecopient à tire-larigot, du point de vue stylistique notamment. Les étudiants sont devenus des wikipillards et trébuchent souvent au jeu difficile du copier-coller. Les thésards prudents soumettent leur mémoire à des logiciels anti-plagiat qui tranchent en 3 clics et les alertent. Et les journalistes eux-mêmes, dans nombre de leurs activités, ne sont plus, hélas, que des transmetteurs d'informations, de communiqués de presse notamment, de propos qu'ils calibrent, raccourcissent, bidouillent ou recopient platement. Je l'avais vérifié au cours de l'affaire Le Corbusier et l'on sait combien ils en souffrent. Donc voilà un peu le style de François Chalin. Vous l'aurez compris, on vous invite à acheter ce Rococo.
Et comme ce livre évoque aussi l'antisémitisme de Le Corbusier, ses amitiés avec des gens d'extrême droite avant et pendant la guerre, nous vous proposons en antidote cette musique de Camilla Joubran et Werner Hassler, Al Châtelet Alcar. Je pense que je ne prononce pas très bien, mais vous allez voir, c'est très bon. Au revoir. نحن أهل الشاطئ الآخر نحن أهل الشاطئ الآخر بشر يتعثر الوصول إليهم مع أنهم قريبون مرئيون ليس لأجسادنا حدود ثابتة لم يبقى في وجوهنا غير النظر ليس لأجسادنا حدود ثابتة لم يبقى في وجوهنا غير النظر فنحن مطرودون من نفوسنا ممنوعون من الإقامة في بلادنا الحقيقية نحن أهل الشاطئ الآخر دمنا يتحدى الزمن لا يد تقدر أن تمحونا فكل ما يسكر النفوس أو يبعث فيها النشوة ما يسكر النفوس أو يبعث فيها النشوة كل ما يسكر النفوس أو يبعث فيها النشوة تولد من حركاتنا نحن أهل الشاطئ الآخر
Marianne, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Marianne Lemonnier, que nous avons vue récemment au Bastringue. Nous l'avons vue dans une pièce d'Israël Horowitz qui s'intitule « Très chère Mathilde ». Et il y a 2 ans, nous l'avons vue dans une pièce qui s'intitule « Doute » de Shanley. John Patrick Shanley. Voilà. Alors Marianne, j'aurais bien aimé savoir comment vous en êtes venue au théâtre. Parce que en fait, là, vous jouez quasiment le rôle principal chaque fois. Oui, mais c'est un peu par hasard, je pense, parce que ce rôle était dans la pièce et qu'il n'y avait qu'une personne de mon âge pour l'interpréter. Comment j'en suis venue au théâtre ? La première fois que j'ai eu envie de faire du théâtre, j'avais 10 ans. J'habitais dans un lycée parce que mon père travaillait dans ce lycée, donc nous avions un logement de fonction là, et une fois pendant les vacances, les professeurs qui étaient volontaires avaient été convoqués pour faire un stage de théâtre avec un animateur. Et comme j'habitais dans le lycée, j'étais allée écouter. J'avais 10 ans, je m'étais mise à la porte et j'écoutais ce qui se passait. Et l'animateur m'a dit « Mais entre, viens voir ce que nous faisons ». Et puis, il faisait des exercices. Et à un moment, l'animateur a mis tout le monde en ligne et a dit « Voilà, je vous dis quelque chose qui vous frappe, quelque chose de triste ou quelque chose de gai à votre goût. Et vous répondez « Oh mon Dieu !» Chacun votre tour. Donc, on commence à un bout de la ligne et les gens disent « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et moi je me dis, mais enfin ils disent tous pareil. Et quand ça arrive à mon tour, je dis, oh mon Dieu. Et tout le monde éclate de rire. Et l'animateur dit, vous voyez, à 10 ans, on n'est pas encore inhibé. Et donc, elle a eu la bonne formule, elle a interprété ça de façon originale. Mais c'est parce qu'elle est jeune. Et moi je me disais, mais non, c'est parce que moi, j'ai compris qu'il y avait quelque chose là-dessous à interpréter et voilà, et ça m'a donné envie de faire du théâtre et puis je n'y ai plus repensé pendant 70 ans. Oh là là, oui, effectivement. Et alors comment c'est revenu au bout de tant d'années ? Oui, eh bien, au bout de tant d'années, un jour, j'ai rencontré une amie qui faisait du théâtre et qui m'a dit « Mais viens, c'est passionnant ». Et c'est comme ça que j'ai recommencé. Mais sinon, je crois que jamais je n'aurais eu l'idée de retourner à ce désir d'enfant. Oui. Alors, effectivement, quand on vous voit sur scène, on a l'impression que vous êtes la personne, enfin le personnage. Et pourtant, il faut quand même apprendre le rôle. Oui, et c'est apprendre le texte. Oui, c'est un gros travail, surtout quand on commence à avoir des troubles de mémoire, mais c'est aussi un très bon exercice. Sûrement. Voilà, oui, donc, vous devez pas en avoir beaucoup de problèmes de mémoire, parce que les textes, dans la vie courante, réagir vite et... J'ai des troubles de mémoire comme tous les gens de mon âge. J'ai plus de 80 ans et donc j'ai des problèmes de mémoire. Et curieusement, quand j'apprends un rôle, si je travaille consciencieusement, ça rentre et beaucoup mieux que ce qui peut se produire dans les événements de la vie courante. Ah, bien sûr. Ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent, paraît-il, quand on apprend un texte ou quand on se trouve confronté aux petites difficultés de la vie courante. Alors, parlez-moi du personnage que vous interprétez là dans Très chère Mathilde. Est-ce que c'est un personnage dans lequel vous êtes entré facilement ? Non, pas facilement, d'autant plus que ce n'est pas moi qui entre directement dans le personnage, je le fais sur les conseils et les directives de notre metteur en scène, parce que c'est lui qui a au départ une idée sur l'objectif à atteindre, même si tout ça peut évoluer considérablement pendant le travail de préparation. Mais je sais que, par exemple, Très chère Mathilde, je ne l'aurais pas interprétée de la façon dont je l'ai fait
si je n'avais pas eu ces conseils de Thierry Tanter, notre metteur en scène, qui nous guide avec beaucoup de doigté, et qui nous encourage, mais en même temps qui a son idée sur le résultat à atteindre. En fait, là, le personnage est assez délicieux, on va dire. Cette vieille dame, là, dans son appartement, avec ses souvenirs d'amour, elle est assez touchante. Elle peut être délicieuse, mais le titre Très chère Mathilde est à double sens, parce que elle peut être aussi extrêmement, j'allais dire cruelle, peut-être pas à ce point-là, mais c'est une vieille dame qui a mené sa vie comme elle l'entendait, qui a eu un amant avec qui elle a été très heureuse, mais ce faisant, elle a semé le malheur autour d'elle, dans sa famille, dans celle de son amant, et elle ne s'en est absolument pas rendue compte, et elle n'en a rien à faire. En vérité. Oui. En fait, elle n'était pas toute seule pour semer le malheur. Peut-être l'amant aussi était d'abord responsable aussi, également. Ça, je ne sais pas. L'histoire ne dit pas. On ne sait pas trop comment ils se sont trouvés. De toute façon, il est mort. Oui. Mais ce qu'on découvre petit à petit, c'est que cette histoire d'amour a quand même fait beaucoup de dégâts autour d'elle, et que elle n'en prend conscience que le jour où le fils de cet ancien amant débarque chez elle et se trouve confronté à cette dame et sa fille dont il ne connaissait pas la présence, et peu à peu l'histoire, les secrets de famille apparaissent, et c'est là que on apprend que les choses n'ont pas été si simples dans la vie de Mathilde, ni de sa fille, ni dans la famille de l'amant américain et de son fils, et tout ça débouche sur des conflits, des explications et des prises de conscience douloureuses par moments. Mais Mathilde, en fin de compte, reste quand même sur son état d'esprit assez détachée de tout ce qu'elle a semé autour d'elle, et toujours prête à voir la vie avec un certain optimisme, sans trop revenir sur toute cette histoire tragique. Même à la fin. Même à la fin, où il y a un happy end un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu, comment dirais-je, catapulté. Il faut dire que j'ai entendu dire que Israël Horowitz avait fait primitivement une fin très dramatique, dans laquelle il y avait un suicide. Oula. Et tout le monde lui a dit tu ne peux pas mettre en scène, mettre sur le marché une pièce aussi terrible, et il faut que ça se termine bien. Donc la fin n'est pas très crédible, mais oui, donc Mathilde là réagit avec beaucoup. Elle date de quelle année cette pièce? Parce qu'il faut dire que nous on l'entend évidemment comme le témoignage d'une femme qui a été libre à une époque où on l'était pas tellement, parce que son mari ne l'aimait pas manifestement et réciproquement, il avait lui-même des maîtresses, donc nous on se dit bon, elle s'en est sortie, elle a eu sa vie, voilà, on est content nous. La pièce date de 2005, donc c'est quand même pas très ancien, mais elle se situe, l'histoire, elle se situe donc dans la jeunesse de Mathilde, c'est-à-dire entre son histoire d'amour a commencé en 1946, donc tout de suite après la guerre. Voilà. Les mœurs étaient peut-être plus... Tout s'explique. Non, tout ne s'explique pas forcément là, parce que... parce que elle trompe son mari, mais en même temps, comme lui-même la trompe, disons que soit elle va subir toute sa vie, comme on en voit
beaucoup d'exemples dans la littérature ou dans le cinéma. Soit elle va vivre elle-même une vie personnelle, une vie amoureuse, en rencontrant quelqu'un, la chance qu'elle a eue. Pour nous, c'est une chance. Mais évidemment, je comprends que vous la jugiez aussi égoïste, égocentrique. Oui, parce qu'il semble que ce soit surtout sur sa fille qu'elle a eu un impact difficile et douloureux, parce que la fille s'est toujours posé la question, est-ce que mon père est mon père, est-ce que comment ça se passe entre mes parents, je ne suis pas aimée, je ne suis pas la fille qu'on attendait, enfin voilà, il y a toutes sortes de questions difficiles. Elle ne s'est pas sentie ni aimée ni entourée, et ça, sa mère ne s'en est absolument jamais rendue compte. Elle l'a utilisé comme prétexte pour avoir des moments privilégiés avec son amant en disant qu'elle partait avec sa fille. Enfin voilà, des choses dans lesquelles la fille a eu l'impression d'être complice d'une situation qu'elle ne souhaitait pas et qui la rendait malheureuse. Bien sûr, surtout que la fille pouvait, elle, aimer son père. Oui. Bien sûr. Mais alors j'ai l'impression que ça a travaillé le personnage en réfléchissant à sa personnalité, à son caractère, ça vous intéresse beaucoup? Oui. Et ce que nous avons essayé à plusieurs reprises, justement, c'est d'interpréter différemment, plus légèrement ou plus violemment certaines séquences. Et ça, je trouve que c'est passionnant parce que on le voit bien quand il nous arrive d'aller voir une même pièce interprétée par différents acteurs ou différentes troupes. On peut se trouver en face de pièces totalement différentes, qui n'ont pas pratiquement pas le même sens, suivant la façon dont elles sont interprétées. Et ça, je trouve que utiliser les mots, les faire jouer comme ça, les manipuler de façon à modifier l'écoute des spectateurs et la façon dont ils reçoivent ce texte, c'est passionnant. Et Thierry Tanter, le metteur en scène, vous a demandé peut-être une certaine bienveillance, non, par rapport à ce personnage? Non, pas spécialement, non. Il me disait toujours, tu n'es pas assez en colère, mais mets-toi en colère. Mais quand elle répond aux accusations de Mathias, le personnage principal, et aussi de sa fille, moi j'avais tendance effectivement à rester un petit peu dans une certaine neutralité, non peut-être pas neutralité, mais enfin certainement pas dans l'état une certaine courtoisie peut-être. Peut-être oui. Mais Thierry Tanter a souhaité que Mathilde soit extrêmement impulsive et parfois violente dans ses réactions. Oui. Et c'est peut-être difficile à faire, ça, non? Non, à partir du moment où on est convaincu de l'intérêt de la chose, ça, au contraire, c'est intéressant Parce qu'il s'agit de montrer son égoïsme, c'est ça, c'est le mot que vous utilisez. C'est comme ça que finalement, j'ai essayé de la faire s'exprimer. Spontanément, vous l'auriez vu comment? Un peu plus dans la tendresse, dans la compréhension, mais quand on lit le texte, on se rend compte que tout montre bien qu'elle est plutôt du côté de l'indifférence ou de l'écoute sans trop de bienveillance. On se demande aussi si elle idéalise le passé. Oui, certainement. Non seulement elle idéalise, mais elle est peut-être aussi quelquefois un peu dans la fabulation quand elle raconte ses aventures
mais ces relations avec tous les grands intellectuels des années d'après-guerre, on se dit, elle en rajoute un peu. Elle a été la maîtresse de Django Reinhardt, elle a connu Henry Miller, enfin tous les grands qui fréquentaient le café de Flore, etc. à cette époque. Et on n'est pas tout à fait certain que tout ça soit vrai. Elle aime bien se mettre en valeur devant Mathias qui lui demande comment elle vivait à cette époque. Voilà. Et alors j'étais étonnée aussi par le costume qu'elle a, parce qu'elle a des vêtements de mamie, on va dire, alors qu'elle pourrait peut-être, si c'était soi-disant une grande dame autrefois, avoir des costumes un peu plus olé olé, ou je sais pas moi, un peu plus sexy. Ou... Oui, j'y ai un peu pensé, puis finalement, Thierry Tanter nous a laissé libres de choisir nos costumes nous-mêmes, et je me suis laissé tout simplement influencer par les costumes de Lynn Renaud, qui a interprété cette pièce, et qui est en bourgeoise tout à fait sobre, classique, avec des vilaines chaussures à talons de mémé, et voilà, donc ça m'a paru ce qu'il y avait de plus simple à trouver. Et alors, passer sur scène, ça vous a demandé un effort, ou ça vous a plu tout de suite? Parce qu'en fait, vous jouez de manière très naturelle quand on vous voit, alors qu'il y a un public, il y a quand même, je ne sais pas moi, une sorte de stress du public. Il y a un trac monstre avant de démarrer, et aussi pendant toute la durée de la pièce, nous étions 3 donc à interpréter cette pièce, et les uns comme les autres, on passe tout le temps de la pièce à se dire pourvu qu'il n'y ait pas un trou, et il y en a fatalement 1 ou 2 ou 3, et il s'agit à ce moment-là de rattraper les choses. On perd pied, on se dit on va pas y arriver, on va se retrouver là comme 2 ronds de flanc, et il va falloir tout arrêter, il n'y a même pas de rideau pour fermer si ça se passe mal, donc c'est souvent très 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 stressant, mais c'est aussi plein de plaisir. Oui. Et alors pour le décor, vous êtes la grand-mère du fauteuil. Oui. Pour vous, c'est le fauteuil. C'est le fauteuil. J'ai 88 ans dans la pièce, donc un petit peu plus que mon âge réel. Oui, pas beaucoup. Enfin, plus, mais... Oui. Mais donc, c'est une dame qui passe beaucoup de temps chez elle, probablement à lire, oui, vous lisez un moment. À se faire dorloter par sa fille, et dont elle a pris l'habitude que ce soit sa petite servante à son service en permanence. Oui, c'est vrai. Et on peut dire que la fille est jouée par votre propre fille? Oui. C'est Thierry Tanter qui a eu cette idée. Parce que nous ne trouvions pas dans la troupe quelqu'un qui puisse remplir ce rôle. Et ma fille Laurence a été sollicitée, elle a commencé par pousser des grands cris en disant qu'elle n'avait jamais fait de théâtre, et finalement Thierry l'a guidée, menée petit à petit vers une interprétation qui nous a semblé tout à fait correcte, et je crois qu'elle a bien aimé se lancer dans ce... Ça n'a pas été trop compliqué? Elle avait beaucoup la frousse, à vrai dire, énormément. Elle disait je ne pourrais pas apprendre le rôle, je ne saurais pas l'interpréter, je me sens raide comme un bout de bois. Et au début, elle était un petit peu figée, effectivement, mais Thierry a l'art de mettre les gens à l'aise, de faire
les critiques petit à petit, toujours dans un esprit de valorisation, on se sent toujours appuyé, aidé, accompagné et jamais découragé. Il a toujours le mot pour arranger les choses quand ça ne va pas, quand ça s'est mal passé pendant une séance, eh bien après coup on n'en tient pas compte, on en tient compte pour essayer d'améliorer les choses pour l'avenir, mais il n'y a jamais de critiques qui nous atteignent profondément. Il est extrêmement encourageant. C'est important. La pièce va être reprise sûrement. Sans doute au premier trimestre après la rentrée, à partir du mois d'octobre. Alors on va se donner rendez-vous. Mais voilà. Volontiers. Et merci beaucoup Marianne Lemonnier. Merci. Bonjour Étienne. Bonjour, bienvenue à Bédélirium. Alors, quel est le livre pour Noël ? Alors, la petite bande dessinée pour Noël que je vous propose, ça s'appelle The Boys. C'est de Garth Ennis, mon auteur favori, auteur aussi de The Preacher et qui a fait de très longs runs sur le Punisher. Alors là, c'est très violent, je préviens à l'avance. Donc, on va suivre un groupe d'humains, tels que vous et moi, qui va être chargé de surveiller les super-héros quand ils font des exactions ou qui ne sont pas inquiétés après avoir fait une action d'éclat et avoir fait des dommages collatéraux. Voilà. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui est très violent alors ? Alors, les scènes d'action sont parfois très saignantes. Il y a aussi des blagues aussi parfois qui sont vraiment hard. Donc je ne vous le dis pas parce que on les découvre. Faut les découvrir, voilà. Alors la série est en 6 volumes, elle est complète et disponible chez Panini sans aucun problème. Alors c'est un ouvrage qui s'adressera plutôt aux personnes de plus de 16 ans. D'accord. Voilà, oui, entendu. Et pour Noël, ça va nous réveiller. Ah ça va en réveiller plus d'un, oui. Eh ben merci beaucoup Étienne, bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir. C'est la fin de Viva Culture, chers auditeurs, au revoir, bonne fête de fin d'année. Offrez des livres, des places de théâtre, des places de cinéma, des abonnements à des revues. Bref, partagez la culture, soyez curieux et rendez-vous le 6 janvier. Au revoir. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.